un live important pour vous raconter les dessous des événements qui ont bouleversé cette journée du 13 avril 2026, caractérisée à la fois c'est une journée historique par l'arrivée du pape Léon XIV, le premier pape qui arrive en Algérie, qui fout le territoire algérien. Une visite qu'un groupe terroriste non identifié pour le moment a tenté de saboter et de compromettre avec un double attentat terroriste et kamikaze qui a été déjoué par les services de sécurité algériens. Encore une fois, nous allons réserver et rendre tous nos hommages aux services de sécurité algériens qui ont empêché, qui ont déjoué un double attentat suicide qui aurait pu provoquer un véritable carnage, un véritable bain de sang. J'espère que vous allez bien. Nous allons, si vous êtes prêts, commencer très rapidement. On reste en 1 minute. Good live, s'il vous plaît. Mettez good live dans ce live. Good live partout, s'il vous plaît, parce qu'ils vont essayer de nous censurer. Ils vont essayer vraiment de suspendre nos lives. Nous sommes en simultané sur YouTube et sur TikTok, où nous allons parler, encore une fois, de ce qui s'est passé aujourd'hui à Blida et à Alger, avec l'arrivée du pape et le programme du pape et la visite historique et symbolique et importante du pape et cette action terroriste sinistre et malheureuse qu'un inconnu groupe armé a voulu donc perpétrer pour plonger l'Algérie dans le désarroi, la détresse et la terreur. Redan, ne parlez pas de Blida. Mais heureusement qu'on doit parler de Blida, il faut rassurer les gens. Je suis désolé, moi je comprends pas les appels qui ont été lancés sur les réseaux sociaux, ne parlez pas de Blida. Mais il faut parler de Blida et l'équipe. Ça a été un grand succès des services de sécurité algériens qui ont déjoué un double attentat suicide. C'est à l'honneur de l'Algérie. L'Algérie a démontré qu'elle a encore une fois vaincu le terrorisme. Ça a été une menace sérieuse qui a été stoppée. Il faut en parler. Faut pas laisser les médias étrangers s'emparer de ce sujet, ou les réseaux sociaux colporter n'importe quoi, la désinformation. La terreur, elle profite du silence, de l'opacité, du manque de transparence. Au contraire, il faut informer, il faut expliquer, il faut donner tous les détails. C'est très important et c'est important pour notre communauté et pour l'intérêt général et pour l'opinion publique. C'est vraiment important. Donc pour nous, je vois pas pourquoi on ne devrait pas en parler. Le rôle de la presse, c'est d'en parler. Il y a un blackout médiatique qui a été imposé autour de l'affaire de l'attentat déjoué, des doubles attentats suicides déjoués à Blida. C'est une honte, ce blackout médiatique. Il n'arrange pas les intérêts de l'Algérie. Au contraire, l'Algérie a gagné aujourd'hui une bataille importante. Il y a un mouvement terroriste qui a voulu s'en prendre certainement à la visite du pape et la sainteté, le pape Léon XIV. Il y a un projet terroriste je ne sais pas si ça visait directement sa personne, mais en tout cas, il y a eu une volonté manifeste de porter atteinte à la sécurité nationale et de compromettre, de saboter et d'empêcher le déroulement de cette visite historique importante d'un premier pape en Algérie. Et il faut en parler. Alors, sur YouTube, MZ4860, pourquoi il y a un blackout? Parce que les médias algériens n'ont pas été autorisés à en parler. Aucun média algérien n'a été autorisé à en parler. Ils ont reçu une instruction claire, nette et précise de ne pas aborder ce sujet, de ne pas donner la moindre information sur ce qui s'est passé à Blida. Ça a été une instruction. Les journalistes algériens ont été interdits de s'exprimer et de communiquer la moindre information là-dessus. Premièrement. Deuxièmement, le deuxième gros problème, c'est qu'on a demandé à des influenceurs et on a manipulé les réseaux sociaux et on a propagé des versions abracadabresques. Et on a voulu faire croire aux Algériens et aux Algériens que il n'y a pas eu d'attentat, c'est juste une bouteille de gaz qui a explosé. Ensuite, on nous a dit non, c'est pas une bouteille de gaz, c'est deux mobylettes qui ont fait accident, qui étaient chargées d'un bidon d'essence. C'est du n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi. Il ne faut pas mentir aux Algériens et aux Algériens. Les témoins oculaires, il y a des témoins oculaires qui ont assisté à ces attentats, qui ont assisté à l'explosion de ces deux kamikazes, qui ont filmé la scène, qui ont diffusé les images et qui nous ont envoyé. Moi, j'ai eu des témoins oculaires qui nous ont envoyé des informations, des images. C'était clairement un attentat qui a été déjoué. Il y a eu deux attentats qui ont été un double attentat suicide qui a été déjoué, il faut le dire. Mais ça, ce n'est pas porter atteinte à l'Algérie, au contraire. Ça démontre que les services de sécurité en Algérie ont été redoutablement efficaces. Donc je ne vois pas, moi, pourquoi il faut cacher la vérité. Il faut dire la vérité. Quelle est la vérité? Alors, on va vous dire ce qui s'est passé réellement. À 11h30, au niveau du boulevard des 20 mètres de Blida, qui s'appelle le boulevard Mohamed Boudiaf. Ce boulevard abrite des structures sécuritaires importantes, comme on l'a expliqué dans nos émissions. Vous avez trois structures sécuritaires importantes. Vous avez le siège de la sûreté de la wilaya de Blida. Vous avez le commissariat central de la ville de Blida. Et vous avez le siège de l'inspection régionale de toute la DGSN, de toute la police algérienne au niveau de la ville de Blida. Ces deux terroristes, l'un d'entre eux était habillé avec une sorte de qshabiya. Le deuxième, j'ai pas d'éléments matériels démontrent comment il était. En tout cas, deux jeunes terroristes. Ils se baladaient, ils voulaient s'approcher de ces structures sécuritaires. Ces trois structures de la police nationale, en Algérie on l'appelle la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, à Blida. Un policier, dans le premier cas, un policier alerte. Alors, à l'entrée du commissariat central, il y avait une file d'attente, il y a un dispositif de sécurité, il y avait pas des barbelés, des sortes de, comment on appelle ça? Donc des barres en fer. Voilà, un dispositif, il y avait un dispositif de sécurité avant d'accéder au commissariat, avant d'accéder à la porte d'entrée principale du commissariat central. Ce policier, il a aperçu un jeune qui était en panique, chabia, qui n'était pas du tout, qui n'était pas à l'aise, qui n'était pas bien dans sa peau. Vous savez, les policiers algériens, ils ont de l'expérience, surtout les policiers de la wilaya de Blida. La wilaya de Blida, durant la décennie noire, elle formait ce qu'on appelait le triangle de la mort, avec la wilaya de Médéa et la wilaya de Indefla. Et les anciens de la police nationale algérienne et la police algérienne ont des formations très pointues en matière d'identification des terroristes et de leur comportement suspect. Mais vraiment, on a connu 10 ans de guerre civile. Bon, les jeunes aujourd'hui, ils sont étonnés par ces images. Ceux qui sont nés durant les années 2000, qui ont 22 ans, 23 ans, la génération des réseaux sociaux en Algérie, n'a pas connu le terrorisme, n'a pas connu la décennie noire. On va mettre le sablier, comme ça on ne va pas dépasser le temps. Voilà. Donc, n'a pas connu la décennie noire, n'a pas connu les événements, la génération des réseaux sociaux. On a tellement connu les affres du terrorisme. D'ailleurs, ce qui s'est passé aujourd'hui m'a rappelé mon enfance terrible, les démons de mon enfance. Ce que nous avons subi comme action de terrorisme, comme attentat, comme insécurité durant la décennie noire. Donc, grâce à cette expérience accumulée par les membres des services de sécurité, grâce à ce vécu, il y a une maturité. Les policiers algériens, les agents des services secrets algériens, les gendarmes algériens qui ont travaillé pendant les années 90, connaissent parfaitement, ont une expérience bien développée, un sens aiguisé de l'identification des terroristes suspects. Quand il a commencé à s'approcher du commissariat central, etc., il avait une allure bizarre, il paniquait. C'est quelqu'un qui a envie de se tuer, de se faire tuer. Quelqu'un qui a programmé sa mort. Donc, il a été repéré par le policier. Le policier lui a dit « Arrête-toi ». Tu vas où? Directement, il a compris qu'il a été identifié, pris de panique, il a fait exploser sa ceinture d'explosifs. Ça, c'est le premier terroriste. Le deuxième terroriste, il a été la même chose, il a tenté de s'approcher d'une structure policière importante, toujours au niveau du boulevard Mohamed Boudiaf. Un policier, la même chose, a détecté des anomalies
et des signes suspects au niveau de son comportement. Il lui a demandé de s'arrêter. Il n'a pas voulu s'arrêter au départ. Il a continué à s'approcher. Il a sorti son revolver, le policier. Et quand le policier a vu que le deuxième kamikaze a commencé à se tripoter, il a compris qu'il y avait éventuellement une menace où il était armé, où il voulait utiliser une arme, où il voulait enclencher une ceinture explosive. Donc le policier a tiré sur le terroriste. Il a tiré sur lui pour le neutraliser au moment où il était atteint par des balles, par les balles du pistolet du policier. Il a eu le temps d'enclencher la ceinture explosive, il a explosé et son corps a été totalement déchiqueté. Voilà ce qui s'est passé exactement. Quand je dis les détails, pourquoi les gens me demandent mes sources? Mes sources, ce sont des sources oculaires, des sources sécuritaires. Le boulevard Mohamed Boudiaf, il est très emprunté. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu les deux terroristes se faire exploser. Parce qu'il y a là-bas, il y a des banques, il y a un hôpital, il y a des infrastructures, il y a des services publics. Donc tout le monde il a assisté. Il y a eu pas mal, il y a des caméras de surveillance. D'ailleurs, l'image la plus, je ne vais pas la montrer sur YouTube, il y a des images qui nous ont parvenues, qui ont été filmées par des caméras de surveillance, des commerces, il y a plein de commerces. Le boulevard des 20 mètres d'Ablida ou le boulevard Mohamed Boudiaf est un boulevard très populaire, très emprunté parce qu'il y a encore une fois beaucoup de services publics, dans des hôpitaux, dans un hôpital important, dans des banques, dans 3 structures importantes de la police nationale, la DGSN en Algérie. Donc, il y a eu énormément de témoins oculaires. Après ces informations, nous les avons recoupées auprès de toutes nos sources sécuritaires qui nous ont confirmé. Les images parlent d'elles-mêmes. Maintenant, nous avons même pu, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a même identifié l'un de ces deux terroristes qui s'est fait exploser et qui a été neutralisé est un salafiste algérien qui a été emprisonné pendant longtemps et qui est sorti de prison il y a à peine quelques jours. Il a été récemment remis en liberté. C'est un salafiste algérien qui a été récemment remis en liberté. Donc on le sait déjà, on a déjà l'identité, on a déjà le parcours de l'un de ces deux terroristes. Pour le moment, on ne sait pas à quel groupe où ils appartiennent, où ils sont affiliés ces terroristes. On n'a pas une idée très précise. Les enquêtes se poursuivent, mais il ne faut pas être choqué. En réalité, il s'agit certainement d'une cellule dormante d'un groupe terroriste qui a voulu profiter de la venue du pape à Alger. Donc c'est un moment d'exposition médiatique important pour l'Algérie. C'est un moment d'exposition diplomatique. Toutes les caméras sont braquées sur l'Algérie. L'ensemble des appareils médiatiques et l'ensemble des médias internationaux ont envoyé, ont dépêché un représentant en Algérie. Le pape est un personnage connu à travers toute la planète. C'est un personnage influent, c'est une autorité politique, une autorité religieuse, c'est un chef d'État. C'est la première fois qu'il visite l'Algérie. Donc, c'est un groupe terroriste qui a voulu profiter de cette occasion, de cette opportunité pour impressionner la communauté internationale, pour effrayer, discréditer les autorités algériennes, pour effrayer la population algérienne et pour frapper un grand coup et dire que j'existe, que les mouvements salafistes djihadistes existent encore et ils peuvent être opérationnels, ils peuvent passer à l'acte. Voilà, il y a eu beaucoup d'attentats à travers l'histoire qui se sont produits lors des événements qui sont connus. En France, il y a eu un match important entre la France et l'Allemagne, il y avait un attentat terroriste, un concert important au Bataclan dans une salle de spectacle. Il y a eu des attentats comme ça terroristes qui ont émergé ou qui ont été perpétrés en marge d'événements festifs ou d'événements politiques ou d'événements diplomatiques. Ce n'est pas nouveau. Donc, même je les gens pourquoi l'événement d'aujourd'hui, il dévoile encore une fois
que la génération des réseaux sociaux en Algérie, ceux qui sont nés après 99, durant le début des années 2000, ne connaissent rien au terrorisme, ne connaissent rien à la guerre civile, ne connaissent absolument rien aux événements que nous avons vécus durant la décennie noire. Donc, c'est une génération qui n'a pas conscience de la complicité de ces événements. Donc, dès qu'on leur a dit quelques fake news, c'est une bouteille à gaz, et comme la presse algérienne n'a pas été autorisée à en parler, donc il y a eu des théories complotistes qui ont circulé. Encore une fois, ces théories, elles sont préjudiciables, elles ne servent pas l'intérêt de l'Algérie. Elles ne servent pas les intérêts de l'Algérie. Maintenant, pour celles et ceux qui me demandent des preuves, ne me demandez pas de vous montrer les images. Je ne vais pas vous montrer l'image du kamikaze qui se fait exploser. Ça serait complètement bête, et c'est d'ailleurs, je ne peux pas le faire. Ce serait une promotion de l'horreur, et la promotion du terrorisme, apologie du terrorisme, c'est pénalement irresponsable, et encore une fois, c'est moralement irresponsable. Mais l'attentat a bel et bien eu lieu. Donc, on ne peut pas le nier. Il faut rendre hommage aux services de sécurité algériens qui ont fait un excellent travail, qui sont intervenus rapidement, qui ont détecté. Il faut rendre hommage aux policiers qui ont été blessés derrière, des blessés dans les rangs de la police algérienne. On n'a pas le nombre précis. Certains blessés ont été transférés vers l'hôpital militaire de Ain Adja, où ils ont une unité spécialisée dans les soins des blessures graves infligées qui touchent le visage ou certaines parties sensibles du corps. Ils ont été bien pris en charge. Aucune victime n'est à déplorer pour le moment, mais vraiment pour le moment. Aucune victime n'est à déplorer. Donc, on continue à suivre cette affaire, ce dossier de près, et on va vous tenir au courant des évolutions de l'enquête. Pour le moment, on confirme que parmi les terroristes, un salafiste qui a été récemment remis en liberté, un salafiste djihadiste qui a été récemment remis en liberté, a été identifié d'ores et déjà. Sur le deuxième terroriste, on n'a pas pu trouver des informations. Nos sources n'ont pas encore voulu nous communiquer des informations. Voilà. Clairement, l'objectif, en tout cas, c'est pas un attentat bizarre, en fait. Le pape, d'abord, peut-être que le pape était une cible. Faut dire la vérité. Peut-être que ces terroristes ont voulu s'introduire au sein de la capitale Alger. Comme la capitale Alger a été verrouillée, comme le dispositif sécuritaire à Alger a été bien étudié et qu'il était imperméable, il est possible que ces terroristes, à la dernière minute, ils ont compris que leurs actions allaient échouer de façon spectaculaire à Alger. Ils se sont retournés vers Blida. Blida, c'est à une quarantaine de kilomètres d'Alger, 43-45 kilomètres. Donc, l'objectif est clair, et de défrayer le pape, d'écourter la visite du pape, et de faire fuir le pape pour que le pape ne reste pas en Algérie. Ça, c'est l'objectif numéro 1. On ne peut pas aussi nier que le pape pourrait être visé. Le pape est une cible privilégiée pour un groupe terroriste. C'est une personnalité mondiale, c'est une personnalité planétaire, influente, étrangère, c'est l'autorité religieuse numéro 1, l'autorité spirituelle numéro 1 du monde chrétien. Je fais un moment donné, donc c'est une cible. C'est une cible qui aurait pu être privilégiée, qui pourrait être... c'est une cible que n'importe quel groupe terroriste qui veut semer la terreur et qui veut propager la haine entre le monde musulman et le monde occidental, entre le monde musulman et le monde chrétien. Voilà, il y a des terroristes qui attaquent des chrétiens au Nigeria. On a eu durant la décennie noire, encore une fois, la majorité de nos jeunes au des réseaux sociaux n'ont pas connu la décennie noire, les mondes de Tébéline. Les mondes de Tébéline ont été assassinés par qui? Par un groupe armé terroriste. Il y a des religieux qui sont terroristes. Le pape Léon XIV il est parti tout à l'heure à Bab el-Oued pour rendre visite à une sœur chrétienne qui a vécu en Algérie durant la décennie noire et qui a survécu à un attentat terroriste. Nous allons raconter son histoire demain. Elle travaille à Bab el-Oued dans un centre médico-social qui prend en charge, c'est le centre des sœurs augustiniennes, je crois. On aura tous les détails demain. On est en train de vérifier toutes les informations pour vous faire un compte rendu très précis. On a été un peu bousculé par les événements d'aujourd'hui. Mais c'est pas la première fois qu'une autorité religieuse ou qu'un dignitaire étranger ait été visé par un projet d'attentat. C'est pas nouveau. Donc il ne faut pas vraiment sombrer dans le complotisme, comme il ne faut pas céder à la panique.
Les services de sécurité algériens ont démontré leur professionnalisme. Il faut leur rendre hommage. Vraiment, il faut leur rendre hommage, il faut les saluer, il faut saluer le courage et l'expertise et le professionnalisme des policiers algériens qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont reconnu, qui ont pu détecter des comportements suspects et des signes suspects ou des signes assez inquiétants de la part de chez des individus qui étaient clairement après. Voilà, les images que nous avons expertisées, ce sont des ceintures explosives rudimentaires. C'est pas un groupe terroriste bien équipé ou redoutable. Ça se voit que ce sont des jeunes, c'est très amateur, ça a été organisé de façon amateur, vraiment. C'est des ceintures explosives assez rudimentaires avec des équipements pas très sophistiqués. Et l'objectif était encore une fois de semer la terreur. Qui est le commanditaire ou qui sont les commanditaires? Je n'ai pas d'idée. Moi, je ne travaille pas pour le service de sécurité algérien. Je suis journaliste. Je ne peux pas vous inventer une information que nous ne possédons pas. Pour le moment, les enquêtes se poursuivent. On ne va pas connaître les commanditaires rapidement. Il n'y a pas eu de revendication, etc. On verra d'ici demain, on va recouper davantage d'informations et on partagera avec vous tout ce qui est nécessaire et tout ce qui devrait être partagé avec vous. Naturellement, il y aura les circuits d'instruction, il y aura des informations qui ne peuvent pas être rendues publiques. Nous, on est des journalistes, on est des gens responsables, on n'est pas des propagandistes. On n'est pas là pour raconter des théories du complot, comme on n'est pas là pour dire aux Algériens, aux Algériens, on n'est pas là pour leur vous mentir, on est là pour vous raconter la vérité. La vérité, elle se conquiert, c'est un travail de vérification, c'est un travail de recherche, ce sont des faits qu'il faut exposer à la critique, au recoupement. Donc on ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions? On va en parler beaucoup de ce sujet, s'il vous plaît, encore une fois. Je lance un appel au calme, ne paniquez pas, les services de sécurité sont absolument bien équipés en Algérie pour faire face à ces menaces. Nous avons vaincu le terrorisme durant la décennie noire. Ce n'est pas maintenant que le terrorisme pourrait infliger des défaites à l'Algérie. Vraiment, il faut vraiment le comprendre il faut savoir qu'il y a une école algérienne en matière de lutte contre le terrorisme. Les services secrets étrangers et les services de sécurité étrangers se sont longtemps appuyés sur l'expérience algérienne. Il faut dire la vérité, nous avons une véritable expérience, on a des compétences. Sauf ces dernières années, il y a eu des failles, il y a eu des inquiétudes parce que depuis la crise politique du Hirak en 2019, malheureusement les services de sécurité algériens ont été instrumentalisés politiquement, ils ont été orientés contre leur gré pour s'occuper essentiellement et uniquement des activités politiques, de la traque des hiérarchistes, de la traque des opposants, la surveillance des réseaux sociaux. Donc, il y a eu ces 4 ou 5 dernières années un relâchement minimaliste, on va dire, une forme de relâchement qui aurait peut-être pu bénéficier au groupe terroriste, hein, parce que beaucoup des officiers les plus importants, beaucoup des directions et des services de sécurité importants ont été politisés, ont été instruits de surveiller les réseaux sociaux, de traquer les délits d'opinion, de surveiller les opposants. Donc on a politisé un petit peu, il faut le dire, malheureusement, ça c'est une vérité. Alors que les services de sécurité en Algérie ont une expérience avérée en matière de lutte contre le terrorisme. Avérée. Le pays, durant la décennie noire, a été endeuillé par des attentats, par des actions, par des crimes de masse, dans le contexte de la guerre des années 90, l'infiltration des groupes armés, l'identification des terroristes, le comportement d'un terroriste kamikaze, les signes prémonitoires ou les signes ostentatoires d'un comportement suspect. Ça, les services de sécurité algériens les maîtrisent, ils savent comment les identifier, ils savent comment y procéder. Bon, il y a eu une dérive. Quand je parle de l'instrumentalisation politique, c'était une erreur du régime Tebboune qui a vraiment. On a vu la Kazan Antar, on a la brigade de Bab Jdid et l'unité d'élite de la police nationale algérienne, l'Office central de lutte contre le crime organisé de Saoula, ont été régulièrement instrumentalisés malheureusement et utilisés dans des enquêtes sur des délits politiques.
Moi, j'ai parlé avec pas mal de sœurs sécuritaires qui me disaient Abdou, nous, on est à Antar, on reçoit des Facebookers et des internautes. Et même huma hachmou, aïb. Hachmou, alors qu'au moins, c'était censé être lutter contre la grande criminalité, le terrorisme, etc. Mais il y avait un relâchement. Ceci dit, l'expérience, elle est là. Le savoir-faire, elle est là. Les grandes traditions des services de sécurité algériens à travers leur engagement, les méthodologies sont là, les méthodologies sont là, et les équipements, les outils sont là. Alors, une autre information très importante, c'est que demain, à Annaba, il y aura un dispositif sécuritaire qui a été renforcé. Les services de sécurité ont renforcé l'ensemble de leurs dispositifs qui ont été déployés à Annaba pour garantir la sécurité du pape et pour garantir le bon déroulement de la visite du pape à Annaba, où il devra donc se rendre à la basilique Saint-Augustin, comme il devra donc visiter la ville de Annaba. C'est pas un programme aussi dense qu'à Alger, puisqu'à Alger, le pape, il a eu quand même le monument aux martyrs, la grande mosquée d'Alger, Bab el Oued, etc. C'est vraiment Alger, ça a été un agenda beaucoup plus rempli, beaucoup plus important. Voilà l'équipe, donc ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la désinformation. Il y a eu bel et bien un attentat qui a été déjoué, mais ces gars-là, les services sécuritaires algériens ont fait leur travail. Il faut absolument leur rendre hommage et j'espère que il faut continuer à les soutenir, etc. Marhaba bekoum encore une fois dans ce live. Max de partage s'il vous plaît. Dites-nous good live dans les lives parce qu'on essaye de nous censurer, on essaye de nous empêcher de partager avec vous la vérité des faits, rien que la vérité des faits, ni plus ni moins. On n'est pas du tout dans une optique de manipulation, nous sommes dans une optique d'information. L'accès à une information fiable, il est très important. Alors, on passe aux questions, s'il vous plaît. Je vois que dans les commentaires, il est très animé, il y a beaucoup d'insultes, on en a l'impression. Voilà. Alors, une question sur Zinedine Lambre. Alors, Zinedine de Lambre, qui est sur TikTok, il nous dit pensez-vous qu'il faut mettre en avant la chrétienté en avant dans le patrimoine culturel algérien? Absolument. Bien sûr qu'il faut mettre en avant la chrétienté. La chrétienté fait partie du patrimoine algérien. L'Algérie a été chrétienne avant même qu'elle soit musulmane. Naturellement, bien sûr. Ben, je ne peux. Saint-Augustin, c'est une figure importante et historique de l'histoire de l'Algérie. On peut pas nier, personne ne va dire le contraire. Il y a un héritage chrétien important. Il y a des villes, il y a un héritage culturel, architectural, un héritage spirituel. Bien sûr qu'il faut le mettre en avant. Il faut mettre en avant toutes les richesses culturelles du patrimoine algérien. Toutes. Le passé berbère, le passé aussi lorsqu'il y avait d'autres religions qui ne sont pas les religions révélées. Il y a la période d'avant l'islam, la période d'avant le christianisme. Il y a aussi un patrimoine juif algérien. Il faut en parler, bien sûr. Bien sûr, il faut mettre en valeur toutes les composantes de l'identité algérienne. Et cette visite du pape, c'est une visite très importante. Moi, je l'ai dit dans mes émissions tout à l'heure. Je vous invite à les revoir. C'est une victoire pour l'Algérie. Ce n'est pas une victoire pour le régime. Et le pape a dit des mots qui ont été censurés. Personne n'a partagé sur les réseaux sociaux en Algérie, ni la presse algérienne, ni la cellule de communication de la présidence de la République, ni le gouvernement, ni aucun homme média, ni aucun organisme gouvernemental n'a relevé les propos du pape sur la démocratie, sur la justice, sur la jeunesse, sur la nécessité de mettre le fin à l'exclusion. Voilà. Alors, sur TikTok, Montaga, pourquoi Blida et pas Alger? Montaga, il y a une explication. D'abord, Blida est une région importante.
C'est une ville stratégique et importante. Blida, c'est à une quarantaine de kilomètres d'Alger. Blida, c'est le siège du commandement de la première région militaire. Blida, c'est le siège, c'est la région qui abrite le tribunal militaire. Et puis, c'est une ville qui est peuplée. Blida, maintenant, Blida avec sa banlieue, c'est plus de 500 000 habitants. Blida, elle est plus peuplée que Annaba, par exemple, aujourd'hui. Et je pense que la thèse sur laquelle travaillent en ce moment les enquêteurs, c'est que c'est un groupe qui a voulu faire un attentat à Alger. Ils ont voulu pénétrer Alger. Comme le périmètre de sécurité à Alger était puissant, il était performant, et le dispositif était vraiment imperméable, je crois qu'ils se sont rabattus sur Blida. L'objectif était de frapper un grand coup, de semer la terreur et de provoquer un raccourcissement de la visite du pape et de discréditer l'Algérie. Clairement, et de semer la terreur et de replonger l'Algérie dans les mauvais souvenirs ou la période sombre de la destinée noire. Ils n'ont pas réussi leur coup. Mais Blida n'était pas un choix fortuit. C'est pas un choix fortuit. Le boulevard des 20 mètres, le boulevard Mohamed Boudiaf, était très emprunté. C'est un boulevard stratégique. Avec des structures sensibles. Allez, est-ce qu'on va prendre peut-être une question sur... je ne sais pas. Alors, Tahkar 31 sur YouTube. Qu'est-ce qui va changer suite à la visite du pape? Ce qui va changer, c'est que l'image de l'Algérie d'abord va changer. L'Algérie dans le monde va enfin se faire découvrir. L'Algérie, elle a été au moins révélée au monde entier comme étant un pays pluriel, diversifié, comme étant un pays sûr, malgré sa tentative d'échouer d'un attentat, mais c'est un pays sûr, ça démontre que les services de sécurité sont professionnels, et ça permet à l'Algérie d'avoir une promotion publicitaire importante. Deuxièmement, l'Algérie va un petit peu remédier quand même à son isolement diplomatique et géopolitique. Le pape, depuis la crise politique de 2019, le pape, c'est le seul dirigeant puissant sur le plan diplomatique, ultra connu à travers le monde, qui a visité l'Algérie. On n'a pas eu de dirigeant de premier plan. On a eu Giorgia Meloni, on a eu Emmanuel Macron, on a eu Erdogan, mais on n'a pas eu de dirigeant. Le pape, c'est vraiment l'équivalent du président des États-Unis d'Amérique, du président de la Chine, de Poutine. C'est un dirigeant de l'Église catholique. C'est plus d'1 milliard d'êtres humains. Elle est influente, elle influence le quotidien de plus d'1 milliard d'êtres humains. Donc c'est une véritable puissance diplomatique, une véritable puissance spirituelle. Aucune autorité, aucun dépositaire d'une autorité aussi influente, aussi puissante, n'a rendu visite à l'Algérie depuis 2019. Donc on va remédier à cet isolement, on va atténuer en tout cas, peut-être pas sortir de l'isolement géopolitique important et diplomatique dans lequel on a été plongé depuis la crise politique de 2019 et l'arrivée du régime Tebboune qui est complètement inefficace, qui a multiplié les crises et les tensions politiques avec les pays les plus importants comme la France, les Émirats arabes unis, l'Espagne auparavant, etc., ou l'Arabie saoudite, etc. Mais au moins on va atténuer l'impact de cet isolement diplomatique et politique. C'est ce qui va changer, c'est que le Tebboune sera sous pression. Parce que le pape lui a parlé des détenus politiques. On a fait l'émission tout à l'heure, dans son discours à la grande mosquée d'Alger, le pape, il a parlé des libertés publiques et individuelles. Il a parlé de la démocratie. Il a parlé des droits de l'homme. Il a parlé de l'exclusion de la jeunesse. Il a parlé de la justice. Donc, c'est un instrument de pression sur le régime. Donc Tebboune sera obligé d'accélérer des réformes, de mettre en place des réformes. Je pense que la libération de Christophe Glaise va intervenir après la visite du pape. Je crois que Christophe Glaise ne restera pas longtemps en prison après la visite du pape. J'ose l'affirmer, etc. Et on va voir. C'est le pronostic que j'ai. Il va avoir... Donc, des choses vont changer. Rien que sur le plan de l'image, sur le plan du soft power, l'Algérie, enfin, elle se fait connaître. Il faut savoir que nous sommes l'un des rares importants pays africains et arabes qui n'ont pas reçu un pape. Après, voilà, comme le dit Spirito Révolte, c'est pas un changement radical sur YouTube. Voilà, c'est pas un changement radical. Il ne faut pas s'attendre à ce que demain, l'Algérie aura des millions de touristes, ou l'Algérie deviendra une démocratie, ou qu'il y aura des églises qui seront ouvertes partout.
Voilà, la loi de 2005, elle sera toujours maintenue, elle a des aspects positifs, elle a des aspects négatifs, mais voilà, mais le pays va montrer il aura des obligations, il aura des engagements internationaux qui seront pris par Abdelmajid Tebboune auprès du pape, et le pape Léon XIV n'hésitera pas à rappeler à l'Algérie les engagements qui ont été pris. Et encore une fois, je pense qu'il va y avoir des libérations et des remises en liberté, au moins de Christophe Glaise ou de certaines autres personnalités dans les jours à venir. Alors, allez, d'autres questions sur TikTok. Alors, on va se faire, pourquoi Amine, pourquoi les médias algériens inventent des mensonges et mènent une politique d'autruche? Parce que c'est des médias qui sont dominés. Le pape l'a dit à la grande mosquée d'Alger, il a utilisé une expression, il a dit que l'autorité n'est pas là, ne devrait pas dominer le peuple, mais elle devrait servir le peuple. Les médias algériens sont victimes de la dictature. Franchement, j'ai beaucoup d'amis dans la presse algérienne actuellement, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ce sont des journaux qui sont soumis à l'autocensure, à la censure. Et il y a eu, je rappelle, 14 journalistes algériens qui ont été emprisonnés depuis la crise politique de 2019 jusqu'à 2026. 14 journalistes algériens. Il y a des journalistes algériens qui font l'objet de plusieurs procès, de plusieurs poursuites, de très nombreuses poursuites judiciaires. Donc les journalistes algériens, ils ont peur. On leur a dit de ne pas parler de cet attentat déjoué, et pas, ils n'ont pas voulu parler de cet attentat. Ils n'ont pas le choix. Tu parles, tu rentres en prison. C'est ça la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui. La seule parole libre qui circule, elle est à l'étranger ou dans les réseaux sociaux. Et quand malheureusement certains influenceurs ou certains perturbateurs ou agents de propagande profitent de ce verrouillage terrible, de ce verrouillage sévère, de ce verrouillage froid de l'espace médiatique, et après, le régime se plaint qu'il y ait des gens qui insultent la vie privée, qui s'en prennent à la vie privée, ou là qui racontent n'importe quoi, ou qui sont téléguidés par des puissances étrangères. Et laissez les médias travailler. Laissez les médias travailler, c'est tout. Il est où le mal quand un journaliste algérien va confirmer une information qui est vraie? Il y a eu un attentat déjoué. Voilà, il n'a pas dit que c'est pas fait d'apologie du terrorisme. Le régime Tebboune, il est allergique à la liberté de la presse. Il ne veut pas d'une presse libre et indépendante. Il le dit, il l'assume. Et à chaque fois que nous lui parlons de la liberté de la presse, quand il nous envoie des intermédiaires pour négocier, ils vont dire quoi? Ils vont dire voilà, non, c'est pas le moment, l'Algérie elle a des ennemis, elle est ciblée de partout, le Makhzen au Maroc, le Somoza dans les... Justement, mais pour faire face aux menaces qui pèsent contre l'Algérie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des libertés. Il faut un Front National uni. Il faut une presse responsable qui peut éduquer l'opinion publique. Une presse de qualité qui peut contrecarrer les menaces étrangères. La presse de caniveau que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Elle ne peut pas défendre l'Algérie. اليوم ما عندناش un titre de média crédible. ما عندناش une chaîne de télévision crédible. Avec quoi on va défendre l'Algérie? Avec la propagande? Le mensonge n'a défendu personne. La calomnie n'a jamais protégé un pays. La propagande n'a jamais protégé un pays. La vérité dite, défendue par des gens intègres et professionnels, oui, ça aide un pays à se protéger. Voilà, d'autres questions, mesdames et messieurs? Good live, s'il vous plaît, un partage massif de ce live. Merci de partager massivement ce live, s'il vous plaît. Alors, Yasminal me dit bonsoir, et les prisonniers qui sont en prison pour rien, qui va les aider en Algérie? La presse libre, elle est censée aider ces prisonniers. Mais la presse libre, moi, les démocrates algériens, malheureusement, je l'ai dit dans mon émission tout à l'heure, quand je parlais de certains de ces opposants radicaux qui étaient contre la visite du pape, qui voulaient la boycotter, au contraire, il fallait utiliser la visite du pape en Algérie pour absolument demander au pape d'exercer des pressions sur le Tebboune.
Regardez Boualem Sansal, comment il a pu être libéré grâce à la pression étrangère. La pression étrangère, elle peut être utile. Si Boualem Sansal, l'Allemagne, ne s'était pas rangé du côté de la France pour réclamer sa libération, il serait encore en prison. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi c'est halal pour Boualem Sansal et ses partisans et ses amis d'utiliser la pression étrangère et c'est pas halal pour nous, pour moi, d'utiliser la pression étrangère pour demander la libération d'Abdelwakil Blam, journaliste emprisonné, Tajadid, qui est emprisonné. La pression étrangère, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser intelligemment. Il aurait fallu que des opposants, que des démocrates algériens écrivent au pape, bombardent le pape par des messages, demandent au pape. Le pape l'a fait. Je vous relisez son discours. Le discours du pape à la grande mosquée d'Alger, et il est sur le site internet du Vatican. Il a clairement parlé. Ne dominez pas le peuple. L'autorité, elle est là pour le servir. Ne craignez pas la jeunesse. Ne craignez pas la persécution. Ne persécutez pas les mouvements populaires. Ne les craignez pas. Donnez la liberté aux gens. Il a dit clairement, à sa manière, pas à la manière que je décris, mais à sa manière, avec une manière directe et franche, tout en étant diplomatique. Justement, pourquoi le régime Tebboune ne veut pas d'une presse libre et indépendante? Pour que la cause des prisonniers d'opinion ne soit pas défendue, pour que la cause des Mahgourés ne soit pas défendue, pour que la voix des opprimés ne soit pas entendue. Alors, sur YouTube, une question très intéressante. Babi Dansa 8948 qui me dit aujourd'hui en Algérie, est-ce que le vrai problème vient du pouvoir en place ou aussi d'une société qui a perdu confiance et qui n'arrive plus à mobiliser pour un vrai changement? Je pense que la société elle a perdu aussi confiance. Tu as complètement raison. Tu as complètement raison, mon ami. Nous n'avons pas qu'un problème politique. En Algérie, il y a aussi un problème sociétal. Il y a un problème de société. L'échec du Hirak, la grande dépression qui s'en est suivie, la désillusion et la perte de confiance dans les élites, aujourd'hui, ça a provoqué, la société algérienne elle est complètement déstabilisée. La preuve, l'emprise de la désinformation. Quand vous avez des Algériens et des Algériens qui croient qu'une bouteille de gaz a provoqué la mort de 2 kamikazes. Khalas, ma bkhash. Comment quelqu'un, les images qui circulent avec des témoins oculaires, quelqu'un non, c'est une bouteille de gaz. Et quand on arrive à manipuler aussi facilement une population, c'est parce que cette population, elle est déprimée, elle est désespérée. Il y a un problème de société, effectivement. Le changement ne peut pas être porté que par le pouvoir en place. Nous avons en face de nous une société, une jeunesse algérienne qui veut fuir, la majorité des jeunes Algériens veulent tous partir. Nous n'avons jamais été aussi nombreux à l'étranger. Les Harragas n'ont jamais été aussi nombreux. La tragédie de la Harga n'a jamais été aussi grave. Les problèmes sociaux, la toxicomanie, la délinquance. Donc nous avons un problème sociétal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, comment le guérir? Il faut qu'il y ait des élites qui proposent un projet de société. Il faut qu'on arrive à dire aux jeunes Algériens, Yanès, la désinformation, les fake news ne vont pas vous aider. Absolument. Il faut absolument qu'on arrive à défendre notre pays de façon rationnelle. Il faut qu'on lutte pour notre pays. Il ne faut pas qu'on tombe la déprime. Moi, ce qui se passe en pour la société algérienne, je le compare à quelqu'un d'opprimé. Pour vous donner une métaphore, c'est comme si vous avez une personne opprimée, on lui dit, elle est opprimée, elle a tout perdu, on lui a tout pris, mais elle ne va pas se défendre. Elle est tétanisée par son malheur. Elle va que déprimer, pleurer, prendre des cachets et essayer d'avaler son malheur. Est-ce que c'est une solution? Ce n'est pas une solution. Déprimer n'a jamais été une solution. Se battre honnêtement et sincèrement, aller combattre l'arbitraire, lutter contre l'arbitraire, ne jamais se taire, c'est ce qui va changer les choses. Si nos ancêtres se sont comportés comme nous face à la colonisation française, nous sommes colonisés, France a plus développé que nous, plus puissante que nous, on va déprimer, on sera toujours des bonios, on sera toujours des indigènes, on aurait été toujours un pays colonisé. On aurait été toujours un pays colonisé. J'ai toujours cité cette citation d'un grand résistant américain. Un vrai patriote, c'est celui qui est prêt à défendre son pays, y compris contre son propre gouvernement. Mais ça, il faut une prise de conscience.
Voilà, Khaté Kouattati, ça fait 44 minutes. Nous n'allons pas trop tarder ce soir parce qu'on a fait plusieurs émissions. Il y a pas mal d'informations qu'on doit aussi recouper. Et on doit d'ailleurs vous quitter dans pas longtemps pour pouvoir aussi les recouper. On va prendre quelques 2-3 questions encore et on va clôturer ce live. Maximum, partagez-le maximum, massivement s'il vous plaît. Alors, sur TikTok, on va prendre une question. Alors, Adlan BZ, il me dit, est-ce qu'une politique à la Milei, en Argentine, Milei, c'est le président d'Argentine, peut développer les secteurs privés en Algérie? Merci beaucoup pour cette question qui nous change un peu de l'ambiance sinistre de tout à l'heure. Oui, absolument. Moi, je pense que une politique d'austérité, elle est nécessaire en Algérie. Nous avons trop de ministères, nous avons trop de fonctionnaires, nous avons trop de dépenses publiques, nous avons un État pléthorique, mais vraiment un État pléthorique. Plus de 3,5 millions de fonctionnaires, c'est trop. Nous avons un gouvernement XXL. On l'a vu la dernière fois, 4 ministres pour le même secteur. 4 ministres. 4 ministres pour l'énergie dans le même secteur et les mines. 4 ministres. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On l'a vu aujourd'hui, ça ne sert à rien, par exemple, pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que 250 000 policiers, c'est nécessaire? Il vaut mieux avoir 100 000 policiers bien formés, bien expérimentés, c'est beaucoup plus utile. Voilà. Nous avons absolument trop d'États. Nous avons un État pléthorique, avec des tentacules gigantesques, ce qui suscite des dépenses énormes. Il faut absolument adopter une politique d'austérité libérale. Le libéralisme, l'Algérie ne pourra pas lui échapper longtemps. Dans 3 ans, 4 ans, maximum 5 ans, vous allez voir. Il y aura des coupes dans les services publics, dans les services sociaux, dans les dépenses budgétaires énormes de l'État algérien. Ça, c'est inévitable. Inévitable. Alors, je vois une question sur YouTube qui est un peu provocatrice. Bel'id Ben Hamalat qui me dit pourquoi Mohamed VI, guide spirituel de 2 milliards de musulmans, n'a pas le même poids que le pape. Mohamed VI est le roi du Maroc, n'est pas le roi du monde musulman. Le monde musulman, je rappelle que l'islam a un fonctionnement totalement différent. Il n'y a pas un clergé dans le monde musulman. Pour les sunnites, pour les chiites, si. Pour les chiites, le guide suprême en Iran, par exemple, il est une autorité religieuse très influente, même vénérée. Les chiites, ils ont un clergé, qu'on appelle ça le marja'iyya. Le marja'iyya, le référentiel, c'est un membre du clergé qui décide de la vie politique et de la vie sociale en partageant le pouvoir avec les élus du peuple. C'est l'organisation de la République islamique d'Iran. Mais chez les sunnites, il y a pas de clergé. Il y a eu une tentative de faire un clergé à travers l'Azhar, l'université d'Azhar, au Caire ou Zaytouna en Tunisie, ça n'a pas marché parce que le monde musulman, le rapport entre le spirituel, le rapport entre le divin et l'être humain dans l'islam est complètement différent. Dans le monde chrétien, c'est pas la même histoire. La chrétienté, il faut savoir, il y a eu des schismes, il y a eu des divisions, il y a eu les orthodoxes, il y a eu les protestants, il y a eu des guerres de religion terribles, etc. Il y a eu des schismes aussi importants dans le monde musulman, mais les chiites n'étaient pas démographiquement importants au début de l'histoire de l'islam. Ils sont devenus démographiquement importants qu'aujourd'hui, par exemple. C'était pas le cas. C'est pas la même histoire. C'est pas le même parcours. C'est pas la même formation. Donc, le roi du Maroc, il est roi dans son pays. Il faut arrêter de. Il faut arrêter de comparer. Dans le monde musulman, il y a plusieurs monarchies. L'Arabie Saoudite. Le roi d'Arabie Saoudite n'est pas le roi de tous les musulmans. On l'appelle le gardien des lieux saints, mais ce n'est pas le roi de tous les musulmans. Les musulmans n'ont pas une autorité religieuse qui est suprême, à laquelle ils doivent prêter allégeance. Pour les chiites, oui. Pour les musulmans, et encore les chiites, il y a des branches aussi du chiisme qui ne se reconnaissent pas dans ce fonctionnement. Donc il ne faut pas comparer. Le pape est une autorité religieuse sur le monde catholique. L'Église catholique, elle s'est créée comme autorité. Le christianisme a été politisé dès le départ. Et on a voulu créer un État chrétien. Ensuite, il y a eu l'histoire des croisades, où l'Église a joué un rôle important. Ensuite, il y a eu les royaumes chrétiens en Occident qui avaient besoin de la bénédiction du pape. Le pape a toujours, l'Église catholique, elle s'est construite comme une entité politique pour développer le christianisme catholique à travers le monde.
C'est ainsi, c'est une histoire, c'est l'histoire particulière de la chrétienté catholique, et voilà, on ne peut pas la comparer avec le monde musulman. Allez, encore 2 autres questions et on termine, Jma'at al-Khair. Allez. Alors, Lies Saadi, 65, 78 sur YouTube, qui me dit que penses-tu du média France 24 qui a publié un article largement lu et commenté en parlant d'un attentat à Blida, soi-disant en relation avec la visite du pape. France 24, elle a dit que l'attentat a été perpétré, déjoué d'ailleurs, en marge de la visite du pape. Elle n'a pas dit que c'est à cause de la visite du pape. Il faut être très honnête. La France 24, ils ont été factuels, ils ont dit ce que j'ai dit. Ils ont rapporté ce que j'ai rapporté. Tout simplement, il y avait un attentat kamikaze qui a été déjoué à Blida. Ça, c'est pas produit. Ça s'est produit le jour de la visite du pape. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, mais ces terroristes, pourquoi ils se sont pas fait exploser avant? Pourquoi pas avant? Pourquoi ne pas avoir entendu après? C'est qu'il y a une symbolique, tous les projecteurs sont braqués sur l'Algérie, c'est le premier pays africain que ce nouveau pape visite officiellement, le pape Léon XIV, il a dit lui-même, c'est un voyage spécial, mon déplacement en Algérie, j'ai choisi moi-même de venir en Algérie avant d'aller dans les autres pays. C'est un disciple de Saint-Augustin. Il est déjà venu en Algérie en 2001 et en 2013. Il connaît Annaba, il connaît l'Algérie. Il a tenu absolument à venir en Algérie. L'Algérie représente quelque chose d'important pour lui. Tant mieux pour nous. Enfin, un pape qui s'intéresse à nous et qui est venu rendre hommage à notre pays, découvrir notre pays. C'est en relation avec le pape. Ce projet d'attentat, c'est en relation directe avec le pape. On ne peut pas le nier. Il y avait une tentative, il y avait un objectif d'attenter, d'empêcher ou de perturber la visite du pape. Après, il est même possible qu'on a voulu viser le pape. C'est pas une piste à écarter, hein. C'est d'ailleurs dans tous les grands événements internationaux, quand les chefs d'État ou des puissances ou le dépositaire d'autorités puissantes ou quand des personnalités très célèbres se déplacent à travers le monde, on veille sur leur sécurité et on part du postulat qu'elles peuvent être touchées, qu'elles peuvent être ciblées. C'est tout à fait normal. Abdelmajid Tebboune, quand il part dans une visite dans une wilaya, il y a un dispositif sécuritaire important. Pourquoi c'est Aïchen Griha, l'armée est toujours présente avec lui? Parce qu'il veut se protéger, parce que la personne d'un chef d'État, pour des groupes criminels ou des groupes terroristes, c'est une cible. Eh ben, c'est pas nouveau. Allez, encore une question sur TikTok avant de partir, Ejmera. On va prendre une question sur TikTok. Alors, sur YouTube, on me dit, Jean-Charles Chat, est-ce que le régime des aides va durcir les libertés individuelles sous prétexte de la lutte contre le terrorisme? Oui, mais ça, c'est pas nouveau, hein. Les libertés publiques et individuelles sont déjà réprimées très durement en Algérie. Cet attentat ne va ni aggraver, ne va rien changer au chaud à la situation. Ce qui est inédit quand même, à l'époque de Bouteflika, quand il y avait des attentats qui avaient été déjoués ou quand elle allait se produire, les médias pouvaient en parler. Cette fois-ci, avec le régime Tebboune, on n'a même pas le droit d'en parler. Ça, c'est très nouveau. À l'époque de Bouteflika, on en parlait, on disait voilà ce qui se passait, etc. Il y avait des journalistes spécialisés dans ce qu'on appelle le journalisme sécuritaire, qui avaient des relations particulières avec les services de sécurité. Il y avait des sources et on racontait tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, à l'époque du régime de Bouteflika, le régime était intelligent. La presse algérienne a été bien utilisée dans la lutte contre les idéologies radicales, dans ce qu'on appelle la déradicalisation. Et la presse algérienne, elle a joué un rôle important. D'ailleurs, des journalistes algériens sont morts. Beaucoup de journalistes algériens étaient ciblés, sont morts durant la décennie noire. Malheureusement, aujourd'hui, le régime Tebboune, il est parti du principe que révéler cette information, c'est porter préjudice à l'image de l'Algérie et c'est lui causer du tort. Ce qui est complètement, encore une fois, faux. L'Algérie n'est pas le. Il y a eu des attentats déjoués, des attentats terroristes dans les plus grands pays du monde, en France, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique. Il y a eu des attentats un peu partout à travers le monde. Quand un pays est frappé par un mouvement terroriste ou quand il y a un attentat, ça ne veut pas dire que ce pays est faible. Ça ne veut pas dire que ce pays est infréquentable. Paris, il y a eu des attentats meurtriers. Les touristes ont continué à venir à Paris. On ne peut pas dire que Paris est une ville qui n'est pas sûre. Il y a eu des attentats en Espagne. L'Espagne, ça fait partie des plus grands pays touristiques du monde. L'Italie, il y a eu des attentats en Italie.
Il y a eu même des attentats qui ont été commis durant les années 70 dans les pays européens par des mouvements d'ultra-gauche. Ça ne veut pas dire que ces pays sont faibles ou sont sous-développés. Il faut arrêter avec ces mensonges. L'Algérie aujourd'hui a gagné une bataille. La visite du pape, elle se poursuivra. L'Algérie ne va pas plier. Les services de sécurité ont remporté une bataille importante contre le terrorisme. Encore une fois, nous avons prouvé que nous sommes un pays solide. Grâce à des infrastructures, grâce à des structures sécuritaires bien expérimentées et solides. Il faut les saluer, il faut les encourager, il faut leur rendre hommage. C'est tout. Pour dire la vérité, moi aujourd'hui, pour moi, c'est une démonstration de force de la part de l'Algérie, c'est pas une démonstration de faiblesse. Le régime Tebboune veut censurer cette information, croyant que c'est une faiblesse ce serait une tare ou un préjudice pour l'Algérie de donner cette info. Pas du tout, mais pas du tout, c'est tout le contraire. Ça veut dire que nous sommes un pays puissant qui arrive à lutter, qui a une expérience importante. Et la menace terroriste n'a pas disparu en Algérie. Il ne faut pas oublier, regardez ce qui se passe à nos frontières. La Libye, elle est noyautée par des mouvements dangereux et elle fait l'objet de beaucoup d'actions terroristes. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les groupes armés terroristes, ils dirigent il y a quelques mois de cela, quand je faisais des débats avec des Maliens, on leur disait attention, l'Algérie un jour ou l'autre va être impactée. Mais comment voulez-vous que le terrorisme disparaisse dans notre pays alors que chez nos voisins, vous avez des émirats entiers, le JNIM au Mali, contrôle des portions importantes du territoire. L'État islamique au Sahel, il dirige des territoires qui font la taille de plusieurs petits pays européens. Le terrorisme n'a pas disparu. L'idéologie salafiste djihadiste, elle existe. Elle existe depuis les années 90. Ce n'est pas un hasard que l'un de ces deux kamikazes soit un ancien prisonnier, un salafiste ancien prisonnier. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'en prison, j'ai fait la prison d'Al-Harrach. J'étais dans le quartier spécial. Je mangeais et je faisais avec les anciens terroristes, les groupes armés terroristes. Ils m'ont raconté. Il y a encore des tentatives de recrutement des jeunes Algériens, etc. Il y a encore une toile d'araignée des mouvements islamistes radicaux et djihadistes. Ça existe. Faut pas le nier. Le nier ou relativiser ce danger, c'est se montrer complice. Au contraire, il y a au niveau de nos frontières, il y a la menace, il y a un projet expansif. Vous croyez que les mouvements islamistes et terroristes au Mali, au Niger, ils veulent s'arrêter au Mali, au Niger? Ils veulent juste dominer le Mali ou le Niger? Ils vont juste s'arrêter au Burkina Faso? Vous croyez que l'Algérie, ses richesses, elles ne suscitent pas leur envie? Ils n'ont pas envie de s'implanter en Algérie? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ne soyez pas naïfs, mes amis. Ne tombez pas dans le piège du complotisme. Ne faisons pas l'erreur des années 90 avec le Kituki, etc. Ah, c'est pas des groupes islamistes, c'est l'armée qui a tué, etc. Et quand le monde a découvert le 11 septembre, quand le monde a découvert les frères Kouachi, quand le monde a découvert le Bataclan, quand le monde a découvert les attentats de Madrid et les attentats de Londres, etc. Ah, là, le monde a commencé à dire, ah, voilà, on veut nous suspendre sur TikTok. Partagez massivement ce live, on essaie de nous suspendre, de nous signaler sur TikTok. Et quand le monde a découvert Daesh et Al-Qaïda, ah, finalement les Algériens avaient raison. Quand nous on tombait comme des mouches, quand nous on perdait nos proches, quand nous on ne pouvait pas aller dans nos écoles, quand nous on ne pouvait pas voir nos parents, quand nous on ne pouvait pas circuler librement dans notre pays parce que des groupes terroristes voulaient nous imposer la charia par la voie des armes, par la voie du sang qui coule. On ne nous croyait pas, on ne voulait pas nous entendre. Des années plus tard, beaucoup de grands pays ont sollicité l'expertise algérienne. Oui, la CIA, le FBI, la DGSE, la DGSI française, ils se sont beaucoup appuyés. Il y a une expertise algérienne. Maintenant, cette expertise algérienne, il faut la protéger. Il faut encore une fois dépolitiser les services de sécurité algériens. Il faut arrêter de demander à la Kazan Antar ou à la brigade de Bab Jdid ou à la brigade ou au centre à Shaoula de la DGSN
de s'occuper des Facebookers, des Hirakistes, des YouTubers, etc. Il faut que les services de sécurité algériens retrouvent leur vocation originelle. Les enfants de l'Algérie sont bien outillés pour la protéger, mais ne sous-estimons pas le danger. Ce qui se passe à nos frontières, ce qui se passe au niveau du Sahel, ce qui se passe en Libye, a un impact direct. Et la réponse est la démocratie et le développement. La meilleure manière de surmonter le terrorisme et la terreur, c'est la démocratie et le développement. À savoir, créer des richesses, empêcher la pauvreté et la misère sociale, guérir prendre en charge les frustrations collectives, développer les médias libres et indépendants, donner les libertés publiques et individuelles. Il ne faut pas que le terrorisme se nourrit de la misère, de la pauvreté et de la dictature. On le sait tous, on l'a vécu en Algérie et on l'a bien vu que lorsque le pays s'est ouvert juste après les années 2000, après la réconciliation nationale, après une véritable... Bouteflika n'était pas un démocrate, c'était un dictateur gentil. On pouvait s'exprimer, on pouvait respirer, on vivait, on pouvait parler, la presse était libre. Le terrorisme, l'islamisme et l'idéologie radicale ont largement reculé en Algérie. Pourquoi les Daesh a plus recruté au Maroc et en Tunisie qu'en Algérie entre 2013 et 2016 et 2017? Parce qu'en Algérie, on pouvait respirer. Il y avait des zawaya, il y avait des dialogues religieux, il y avait des séminaires, il y avait une presse libre, il y avait des débats, il y avait des contradictions, il y avait des discussions. La dictature du régime Tebboune, elle risque de profiter aux idéologies radicales. Et ça, je le disais. Et je ne cesserai de le dire. On va consacrer tout ça à une émission beaucoup plus détaillée sur ce sujet. Comme ça, ça fait 1 heure que nous sommes avec vous. C'était le point de la situation sur l'actualité chaude de ce 13 avril 2026. Nous entrons dans 1 minute dans le 14 avril 2026 et nous suivrons demain la visite du pape Léon XIV à Annaba et nous ferons demain notre live pour vous retracer toutes les dernières évolutions de ce qui s'est passé à Blida. Prenez soin de vous et bonne nuit.